Bienvenue dans cette nouvelle leçon des sciences de la vie et de la Terre. Dans la leçon précédente, on a déjà vu que les chaînes de collision et même les chaînes de subduction comprennent des roches dites roches métamorphiques ou roches du métamorphisme. Donc cette leçon est consacrée à ces roches métamorphiques et à leur relation avec la tectonique des plaques. Pour commencer, je vous propose cette introduction. Les ondes de subduction et de collision sont caractérisées par l'affleurement de roches qui ont des structures et des compositions minéralogiques distinctes. Ces roches sont appelées roches métamorphiques. Les roches métamorphiques sont formées dans les parties profondes des chaînes de montagne, puis elles sont portées en surface grâce aux mouvements verticaux ascendants accompagnant la genèse de ces chaînes. Chaque roche métamorphique garde des indications qui renseignent sur les conditions qui régnaient lors de sa formation. Pour les questions ou les problématiques, on a dit que les roches métamorphiques dans les zones de subduction et de collision sont caractérisées par des structures et des compositions minéralogiques distinctes. Donc, quelles sont les caractéristiques structurales et minéralogiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction et de collision? Deuxième question. On a dit que les roches métamorphiques gardent des renseignements concernant les conditions de leur formation. Donc la deuxième question, quelles sont les conditions de la formation des roches métamorphiques? Troisième question, dans le titre de la leçon, on a dit qu'il y a une relation entre le métamorphisme et la tectonique des plaques. Donc, quelle est la relation entre les roches métamorphiques et la tectonique des plaques? Je vous propose cette carte qui représente l'affleurement de plusieurs roches métamorphiques dans la région de Bas-Limousine en France. Selon la carte, on remarque l'existence de plusieurs roches métamorphiques. Ces roches métamorphiques, selon l'échelle de la carte, elles occupent une large étendue, c'est-à-dire plusieurs dizaines de kilomètres. Ces roches métamorphiques, elles s'imbriquent entre elles et s'imbriquent aussi avec des roches magmatiques, à savoir le granit. On remarque aussi l'existence de plusieurs failles, selon la légende, ce qui montre que cette région a été exposée à des fortes forces tectoniques. Donc, dans cette chaîne de collision, il y a affleurement des roches métamorphiques, plusieurs roches, sur une large étendue. Ces roches s'imbriquent entre elles et s'imbriquent avec des roches magmatiques, à savoir les granites. Et on remarque aussi l'existence de plusieurs failles. Et ces failles indiquent des forces tectoniques. Deuxièmement, on va choisir trois roches métamorphiques qui sont le schiste, le micaschiste et le gneiss. On va observer les échantillons de ces roches, les lames minces de ces roches et on va déterminer la composition minéralogique et la structure de ces trois roches. On va commencer par le schiste. Le schiste, c'est une roche composée de plusieurs lits ou feuillets qui sont minces. Le micaschiste, c'est une roche aussi composée de plusieurs lits. Et le gneiss. Le gneiss, il est composé aussi de lits, mais les lits, ils sont un peu plus épais que les roches précédentes. Pour les lames minces, il y a deux remarques qu'on peut extraire de l'observation des lames minces de ces trois roches. Premièrement, on remarque l'augmentation de la taille des cristaux du schiste vers le gneiss en passant par le micaschiste. Deuxième remarque que les minéraux dans ces roches, elles prennent tous la même direction, c'est-à-dire que ces minéraux, elles sont orientés. Maintenant, on va voir la composition
minéralogique. Le schiste, il est composé de. Maintenant, on va déterminer la composition minéralogique de ces trois roches. Pour le schiste, il est composé d'un minéral appelé chlorite, c'est un minéral vert, et de la séricite. Pour le micaschiste, il est formé par des lits qui sont sombres et des lits qui sont clairs. Les lits sombres contiennent la biotite ou le mica noir et les lits clairs contiennent le quartz. Donc, en passant du schiste vers le micaschiste, on remarque qu'il y a disparition de la chlorite et apparition du quartz. Pour le gneiss, il est aussi formé par des lits sombres et des lits clairs. Les lits sombres contiennent la biotite, le mica noir, et les lits clairs contiennent le feldspath et le quartz. Donc, en passant du micaschiste vers le gneiss, on remarque la disparition de la séricite et l'apparition du feldspath. Pour la structure, le schiste. Le schiste, il est constitué de minéraux orientés et ces minéraux sont rassemblés sous forme de lits fins. Et cette structure, on l'appelle une structure schisteuse. On va passer pour le gneiss. Le gneiss, il est composé de lits qui sont sombres et des lits qui sont clairs. Et cette structure, on l'appelle une structure foliée. Pour le micaschiste, l'observation de cette roche montre qu'elle ressemble au schiste, c'est-à-dire qu'elle a une structure schisteuse. Mais l'observation au microscope, c'est-à-dire la lame mince, montre que cette roche elle a une structure comme le gneiss, c'est-à-dire une structure foliée. Donc, on va dire que sa structure elle est schisteuse foliée ou schisteuse à aspect folié, c'est-à-dire elle est formée par des lits de minéraux qui sont distincts, mais la différence entre le micaschiste et le gneiss, c'est que les lits de micaschiste, ils sont simples à séparer, c'est-à-dire à cliver. Mais le gneiss, c'est très difficile de séparer les lits qui constituent cette roche. Donc, on peut dire que ces trois roches métamorphiques, à savoir le schiste, le micaschiste et le gneiss, elles se caractérisent par une répartition organisée et orientée des cristaux. Ils diffèrent par la taille de leurs cristaux. L'orientation de ces minéraux indique que ces roches elles ont été exposées à des fortes forces compressives. Une autre remarque, en comparant la composition chimique de ces trois roches, on remarque que ces trois roches elles ont une forte proportion de certains minéraux comme les silicates d'alumine. Donc, on peut dire que ces trois roches, elles ont la même origine, c'est-à-dire la même roche-mère. Une autre remarque, c'est la teneur en eau. On remarque que la proportion de l'eau diminue du schiste vers le gneiss en passant par le micaschiste. Et ceci peut indiquer que ces roches, elles ont été exposées à des températures croissantes. Et pour finir, on remarque que ces trois roches, elles ont la même composition chimique que l'argile, qui est une roche sédimentaire. Donc, on peut proposer une hypothèse concernant l'origine de ces roches métamorphiques, à savoir que ces roches métamorphiques, elles sont le résultat de la transformation de l'argile suite à sa exposition à des forces de compression et à des températures qui sont croissantes. Donc, on peut dire que les roches argileuses ont la même composition chimique que ces roches métamorphiques. Donc, on peut supposer que ces dernières sont le résultat de transformation des roches argileuses soumises à des conditions de pression et température croissantes. Merci de votre attention
Et à bientôt dans une autre leçon des leçons de sciences de la vie et de la